Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 3 décembre. La bande de Gaza pilonnée pour le 424e jour consécutif par les forces de l'entité sioniste, faisant au moins 25 martyrs et des dizaines de blessés. Le fragile cessez-le-feu au Liban violé une nouvelle fois par l'entité sioniste. Au moins 9 Libanais tombent en martyrs suite à des raids de l'aviation sioniste. La coopération entre l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et l'Algérie, évoquée à Alger par le secrétaire exécutif de l'organisation Robert Floyd, reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, réaffirme à son homologue syrien, Bassam Sabbar, la position constante de l'Algérie, gouvernement et peuple, et sa solidarité absolue face aux menaces terroristes qui guettent sa souveraineté et sa stabilité. Et puis les troupes russes poursuivent leur avancée en Ukraine, revendiquant le contrôle de 2 nouveaux villages dans les régions de Donetsk et Zaporozhye. Bonsoir à tous. Au 424e jour du génocide de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, plusieurs régions ont été la cible de bombardements des forces de l'occupation sioniste, faisant au moins 25 martyrs ce mardi. Ainsi, au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement sur la rue principale de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. D'autres Palestiniens sont tombés en martyrs et certains ont été blessés dans un bombardement d'un immeuble résidentiel de 4 étages au sud de la ville de Gaza. Au sud de l'enclave palestinienne, un Palestinien est tombé en martyr dans un bombardement de la ville d'Al-Nasr au nord-est de Rafah. Et le bilan des victimes de cette agression génocidaire entamée le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 44 502 martyrs et 105 454 blessés. Les forces de l'occupation sioniste ayant commis au moins 2 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant plus de 36 martyrs et 96 blessés. Et selon le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, l'agression génocidaire de l'entité sioniste sur la bande de Gaza a provoqué une épidémie de blessures terribles parmi les Palestiniens avec l'absence de services de réadaptation. Lazzarini a souligné que Gaza avait le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde, dont beaucoup perdent leurs membres et subissent des interventions chirurgicales sans anesthésie. L'UNRWA qui a commencé à distribuer des sacs de farine aux familles de 10 personnes au plus à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Les organisations d'aide internationale ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur la détérioration des conditions dans le territoire palestinien assiégé, avertissant que les civils étaient au bord de la famine. Je n'ai pas mangé de pain depuis plus de 20 jours. Je mangeais des lentilles et des pâtes. Je cuisinais des lentilles avec des pâtes pour nourrir les enfants. Je peux supporter la patience, mais c'est quoi la faute des enfants?
J'ai de l'hypertension et je souffre d'une lésion cartilagineuse. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Aujourd'hui, j'ai reçu un sac de farine et j'en suis très heureux car cela me permet de nourrir mes enfants et de faire de la pâtisserie pour eux. Cela fait 10 jours que nous n'avons pas eu de farine et que nous mangeons des pâtes et du riz provenant des cuisines caritatives. Nous demandons un soutien accru et la fourniture de farine, de nourriture et de boissons. Nous sommes des déplacés des réfugiés du Nord et notre situation est très mauvaise. La moindre des choses est qu'ils nous fournissent de la nourriture et de la boisson. Et poussés par la famine et le désespoir, les habitants de la bande de Gaza doivent se rendre aux quelques rares points de distribution d'aide pour pouvoir survivre. Une mission périlleuse, parfois mortelle. La semaine dernière, une fillette de 11 ans a connu un destin tragique lors d'une bousculade en essayant d'obtenir du pain pour sa famille. Maria Scheuer. Cela fait 5 jours que cette maman essaye d'étouffer son chagrin et cherche à rester forte pour pouvoir élever les enfants miraculés. Le 29 novembre dernier, Zeina Jouha, jeune fille de 11 ans, est décédée piétinée lors d'une bousculade devant une boulangerie à Deir el-Balah où une foule s'était massée pour acheter du pain, tout comme Zeina. Hélas, sa quête de pain lui a coûté la vie. À 9 heures du matin, dès l'ouverture de la boulangerie, les gens ont commencé à pousser d'un seul coup. Et Zaina était parmi ces gens. Ils l'ont bousculée. Ma fille est tombée par terre. On lui a marché dessus. Il y avait des traces de pieds sur Zaina. Le bout de pain à Gaza peut coûter la vie aux civils palestiniens. Des scènes de chaos ont été diffusées montrant la boulangerie de Deir el-Balah où la jeune fille a rendu son âme. En raison de la pénurie de farine et de carburant, de longues files d'attente se sont formées devant cette boulangerie. Des personnes affamées, serrées les unes contre les autres, tendaient leurs pièces de monnaie dans l'espoir d'acheter un sac de pain pour le rapporter à leur famille. Zaina était privée de jeu, elle se tapait des files d'attente à la boulangerie, des files d'attente pour l'eau et pour la soupe populaire. Elle venait de la boulangerie, ensuite allait chercher la soupe populaire, elle revenait de la soupe et sortait ensuite chercher du bois. Plus de 13 mois après le début du génocide sioniste à Gaza, d'importantes pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres biens ne cessent de provoquer une famine et des souffrances généralisées parmi les civils. L'OMS tire la sonnette d'alarme, mais rien n'y fait. Les pillages menés par des milices sionistes ont de l'autre côté épuisé les approvisionnements humanitaires dans la bande de Gaza. Près de 100 camions d'aide alimentaire ont été attaqués le 16 novembre dernier. Résultat, les habitants de Gaza souffreront encore du manque de produits de première nécessité. J'envoie un message au monde entier, c'est une honte ce qui arrive à nos enfants. Ma fille est morte en martyr en cherchant de la nourriture. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ce qu'elle a vécu ou ressente ce que je ressens. J'appelle nos dirigeants et les dirigeants de tous les pays. J'appelle le monde entier à nous regarder simplement avec miséricorde. Zeina, qui passait ses journées au fil d'attente essayant d'apporter de la nourriture à sa famille, figure parmi les milliers d'exemples qui se répètent quotidiennement dans l'enclave palestinienne. Pendant ce temps, l'entité sioniste continue d'avancer dans sa stratégie visant à affaiblir une population dévastée par le génocide, mais qui tient toujours debout, animée par la résistance, puisée dans le caractère juste de la cause. Et l'autorité palestinienne de l'eau a annoncé que les estimations actuelles du montant des pertes subies par le secteur pendant l'agression continue sur la bande de Gaza étaient supérieures à 80% dans les installations, y compris les puits, les stations de pompage, les stations de dessalement, les réseaux de distribution et les stations des eaux usées. En Cisjordanie, à présent, les forces de l'occupation sioniste ont bombardé un véhicule palestinien au nord de Toubas, situé dans le nord de la Cisjordanie occupée. 2 civils sont tombés en martyrs et un autre a été blessé dans le bombardement sur l'entrée d'Aqaba. Les forces de l'occupation sioniste ont ensuite renforcé les restrictions de circulation sur le barrage militaire de Tayassir.
Les forces de l'occupation sioniste qui ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 18 Palestiniens, dont des enfants et d'anciens prisonniers dans plusieurs gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, selon la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats de Salfit, El-Khalil, Ramallah, Beit Lahm, Naplouse et Al-Quds. Les forces de l'occupation sioniste ont aussi arrêté 3 jeunes hommes du camp de Kalandia, du camp donc au nord d'El-Quds occupé, et ce après avoir perquisitionné et fouillé leur maison dans ce même camp. Je vous en parlais en titre, malgré le cessez-le-feu en vigueur au Liban, l'entité sioniste poursuit son agression contre ce pays. Au moins 6 civils libanais sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lors de raids menés par les avions de l'occupation sur la localité de Haris, au sud du pays. Et une semaine à peine après son entrée en vigueur, le cessez-le-feu au Liban est de plus en plus fragilisé par les multiples bombardements des forces de l'entité sioniste dans la capitale. Les craintes d'une reprise des bombardements se font de plus en plus sentir. Les habitants de Beyrouth espèrent davantage de soutien international. Amal Ameziane Zitouni. Malgré le calme apparent, les esprits des Beyrouthins sont préoccupés. Certes, tout le monde essaie de reprendre une vie normale, mais le spectre d'une violation du cessez-le-feu pèse lourd, telle une épée de Damoclès. Comment ne pas avoir peur quand l'ennemi n'est autre que l'entité sioniste? Une horde qui n'a de respect pour personne. Les Beyrouthins ont tous les droits d'être inquiets après des mois de bombardements intensifs. Certains d'entre eux espèrent que la communauté internationale interviendra pour mettre un terme définitif au massacre sioniste. Nous avons besoin de l'aide étrangère pour arrêter la guerre, pour empêcher Israël de franchir les frontières, pour l'empêcher de nous tuer, de nous déplacer, de détruire nos maisons et de tuer les innocents qui ne sont coupables de rien. Qui compensera les pertes de ces gens qui ont perdu leur maison? Qui compensera les pertes d'âme? Pour ceux qui ont perdu un être cher, un fils, un mari ou un parent, qui compensera toutes les personnes qui sont mortes? Nous sommes toujours optimistes et nous disons que ce qui se passe est inhumain et immoral. Ce qui se passe, que ce soit à Gaza ou au Liban, ils n'ont aucun pacte ni aucune loyauté. C'est un plan infernal contre la nation arabe qui a été démantelé comme un effet domino ici et là. Ils ont fragmenté la nation arabe. Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier, les forces sionistes ont violé à plusieurs reprises cet accord. Au moins 9 personnes ont été tuées et 3 autres ont été blessées hier, dont des frappes sionistes sur 2 villes du sud du Liban. Par ailleurs, les autorités libanaises ont signalé 2 décès supplémentaires, dont des frappes sionistes sur d'autres régions du sud du pays, portant le bilan de la journée à 11 morts. Je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que les pays puissants devraient soutenir ce peuple pauvre et misérable qui souffre dans le sud du Liban et à Beyrouth. Cela ne devrait pas être permis, c'est une honte. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des gens qui ne veulent pas de tous ces conflits. Qu'ils soient de Beyrouth ou du Sud, les Libanais veulent tous croire à une paix durable. Malgré le doute et les craintes, ceux qui se sont déplacés lors des bombardements sionistes reviennent chez eux le cœur serré, de peur de revivre le cauchemar. Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h. Tout de suite, l'édition africaine.
disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi à Alger le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Robert Floyd, et la délégation qui l'accompagne à l'issue de l'audience. Robert Floyd est notamment revenu sur la coopération entre cette organisation et l'Algérie, évoquant les 17 essais nucléaires français opérés sur les terres algériennes. لقد كان لي الشرف الكبير أن ألتقي بالسيد الرئيس وكانت لي الفرصة أن أتحدث مع سيادة الرئيس وتطرقنا إلى معاهدة الحظر الشامل. J'ai eu le grand honneur de rencontrer le président de la République et de m'entretenir avec lui. Nous avons parlé du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et de la coopération avec l'État algérien. Le président a affirmé avec force l'attachement de l'Algérie pour un monde sans essais nucléaires et un monde dépourvu d'armes nucléaires, ce qui est très encourageant pour nous. Il est clair que l'attachement du président de la République découle du fait de ce qu'a vécu l'Algérie historiquement. 17 essais nucléaires ont eu lieu sur les terres algériennes. En tant qu'Australien, je comprends cette réalité car mon pays a lui aussi été victime de 12 essais nucléaires. Nous nous sommes mis d'accord à continuer d'œuvrer pour un monde meilleur, pour les générations futures, sans essais nucléaires et sans armes nucléaires. Je vous en parlais également en titre, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines. Ahmed Attaf a reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue syrien Bassem Sabbar. L'appel a permis à Attaf de prendre connaissance des derniers développements de la situation dans le nord de la Syrie et de réaffirmer la position constante de l'Algérie, gouvernement et peuple, et sa solidarité absolue avec ce pays face aux menaces terroristes qui guettent sa souveraineté, son unité, son intégrité territoriale, sa sécurité et sa stabilité. De son côté, le ministre syrien a adressé ses vifs remerciements à l'Algérie pour sa solidarité et son appui à la demande formulée par les autorités syriennes pour la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'introduction d'une clause sur les derniers développements en Syrie lors de la prochaine réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. En parlant de diplomatie algérienne, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Lounès Maghraman, a reçu au siège du ministère le haut-commissaire assistant chargé des opérations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Raouf Mazou, qui effectue une visite en Algérie. La rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'évoquer la coopération bilatérale entre l'Algérie et le HCR, notamment en ce qui concerne le renforcement de la coordination pour une meilleure prise en charge des questions des réfugiés, de passer en revue les efforts de l'Algérie en vue de réunir les conditions nécessaires à leur accueil et leur accompagnement. L'Algérie se distingue de manière significative dans le monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat, avec plus de 30 start-up algériennes participant au programme Startup Learning Expedition, initié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette initiative vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial algérien en favorisant un environnement compétitif qui doit stimuler les avancées significatives dans l'économie nationale et élever le positionnement de l'Algérie sur la scène internationale en termes d'innovation. Pour notre première journée, on est à Incheon Startup Park et que vous dire, on a des grands yeux aujourd'hui sur ce pays qui est franchement incroyable et qui dynamise vraiment les startups. On a été très impressionnés, on espère franchement un jour arriver à ce résultat en Algérie. Voilà, donc dans les prochains jours, on espère rencontrer d'autres startups ici qui évoluent dans le même environnement que le nôtre et pouvoir échanger sur leur méthodologie, leur technologie et pourquoi pas ramener tout ça chez nous, donc ramener tout ça dans nos valises en Algérie. Rechercher des laboratoires de recherche dans le domaine de recyclage en général
pour mieux rapporter les bons exemples et les bonnes stratégies du recyclage en Algérie qui aura un grand impact sur notre économie pour passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire et pour participer au développement et la prospérité de notre société. Allez, direction le Sénégal où le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a été élu président de l'Assemblée nationale du pays pour un mandat de 5 ans. Ndiaye, qui a été élu député sur la liste des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, parti au pouvoir, a démissionné du gouvernement pour pouvoir occuper la présidence de l'Assemblée nationale. La Namibie se dirige ce mardi vers l'élection de la première femme présidente dans l'histoire du pays. Le décompte des 2/3 des voix donnant la candidate du parti au pouvoir largement en tête face au candidat de l'opposition, la vice-présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, surnommée NNN, candidate du parti de la SWAPO, a obtenu un peu plus de 54% des voix selon un décompte de près de 66% des votes par la commission électorale. En Afrique toujours, le président américain Joe Biden a rencontré son homologue angolais João Lourenço ce mardi au début d'une visite de 2 jours dans ce pays d'Afrique australe axé sur un grand projet d'infrastructure. Biden, qui cédera le pouvoir le 20 janvier à Donald Trump, est arrivé hier soir dans ce pays lusophone, riche en pétrole, et devrait discuter commerce et investissement, sécurité et stabilité, ainsi que du renforcement de la coopération entre les 2 pays. Pour des raisons de sécurité, 2 jours fériés ont été décrétés. Au Ghana à présent, et alors que les élections générales prévues le 7 décembre ont déjà démarré par le vote anticipé spécial, les candidats en course ont jusqu'à vendredi prochain à minuit pour battre leur dernière carte. Les attentes des électeurs sont nombreuses, notamment elles sont d'ordre économique. Souhila Kilal. Dans la cohue des rues d'Accra, alors que les Ghanéens vaquent à leurs occupations, la présidentielle occupe les esprits. La population espère que les promesses électorales seront tenues, ce qui va certainement peser et faire pencher la balance lors du rendez-vous électoral du 7 décembre prochain et le programme qui propose des solutions économiques prometteuses pour sortir le pays de la crise économique. Le nouveau gouvernement qui arrive, qu'il soit A, B ou C, doit s'occuper de l'économie pour que nous puissions être libres, que tout le monde puisse en profiter. Mais si l'économie est élevée, nous ne pouvons rien faire. Nous supplions donc le nouveau gouvernement de s'occuper de l'économie pour nous. Nous avons besoin que le gouvernement fasse quelque chose au sujet de la taxe pour que les choses changent pour nous. Mon attente est que le système se poursuive sans relâche. Le gouvernement actuel a fait du bon travail, alors ce que je veux, c'est qu'il poursuive. Depuis 2022, le Ghana connaît une des pires crises économiques de son histoire. Le pays a dû faire défaut sur sa dette extérieure et a conclu un plan d'aide de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Le Ghana a renégocié sa dette, faisant chuter la valeur des obligations d'État, ce qui a porté atteinte aux petits épargnants et fait grimper l'inflation. Ces présidentielles représentent donc l'espoir d'un lendemain meilleur pour les Ghanéens. L'économie est très dure, alors si le gouvernement peut faire quelque chose à ce sujet, il débloquera plus d'argent et d'emplois pour nous les jeunes. Le Ghana, pays producteur d'or, de cacao et de pétrole, est considéré comme un modèle de stabilité politique en Afrique de l'Ouest et fut une destination de prédilection pour les investisseurs avant la crise économique de 2022, durant laquelle l'inflation a atteint un pic de 54,1% en 2022 avant de redescendre à 23,2% fin 2023.
Je vous en parlais en titre. Dans le conflit russo-ukrainien, l'armée russe a revendiqué ce mardi le contrôle de 2 villages où ses troupes, plus nombreuses que celles de Kiev, sont à l'offensive et gagnent du terrain. Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces s'étaient emparées de la localité de Romanivka dans la région de Donetsk à l'est et à environ 9 km de l'importante ville de Kourakove et de celle de Novodarivka dans la région de Zaporozhye au sud. Et dans ce conflit, toujours, les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie au cours de la nuit après qu'un drone russe a frappé un site des infrastructures électriques à Ternopil, cité comptant plus de 220 000 habitants, selon son maire Sergueï Nadal. Dans ce contexte, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a exhorté ce mardi depuis Bruxelles les alliés de l'OTAN à intensifier leur aide militaire à l'Ukraine pour renforcer la position de Kiev si elle entamait des négociations avec Moscou pour mettre fin au conflit. L'Ukraine entre dans un nouvel hiver crucial et l'agression russe ne montre aucun signe d'affaiblissement. Au contraire, Poutine intensifie sa rhétorique et ses actions irresponsables. Il utilise l'Ukraine comme terrain d'essai pour des missiles expérimentaux et déploie des soldats nord-coréens dans cette guerre illégale. Nous devrons tous faire davantage, surtout maintenant. Plus notre soutien militaire à l'Ukraine sera fort, plus elle aura le pouvoir à la table des négociations et plus vite nous pourrons mettre un terme à l'agression russe en Ukraine, une fois pour toutes. Face à une telle éventualité, le Kremlin a prévenu ce mardi qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constituerait une menace inacceptable pour la Russie, alors que Kiev met la pression sur ses alliés occidentaux afin qu'ils l'invitent à rejoindre l'Alliance. Le Kremlin a par ailleurs indiqué que la décision américaine d'envoyer un autre lot d'armes à l'Ukraine d'une valeur de 725 millions de dollars montrait que l'administration sortante de Biden était déterminée à jeter de l'huile sur le feu pour garantir que le conflit continue. L'administration actuelle poursuit ses propres objectifs, sa propre ligne cohérente pour empêcher cette guerre de ralentir. L'administration fait tout ce qu'elle peut pour continuer à jeter de l'huile sur le feu. En même temps, ce programme d'aide et tous les autres ne peuvent pas changer les cours des événements, ne peuvent pas influencer la dynamique sur le front. Et nous allons continuer de développer ce dossier avec notre invité tout de suite. Et ce soir, nous retrouvons Karine Bécher-Golovko. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou. On l'a vu donc dans ce dossier. L'armée russe a progressé d'environ 725 km² en novembre, du jamais vu depuis mars 2022. Comment expliquez-vous cette avancée ? Il y a effectivement l'accumulation de certains facteurs favorables qui jouent pour la Russie objectivement aujourd'hui et l'on voit une fatigue grandissante de l'armée atlantico-ukrainienne, en tout cas dans sa composante ukrainienne. On voit aussi la limite que peut avoir de mener une guerre par proxy, comme le fait l'Occident, puisque ce n'est pas une guerre qui est conduite entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est bien une guerre qui est conduite en Ukraine contre la Russie, puisque les armes sont fournies par les pays de l'OTAN, les soldats sont formés par les pays de l'OTAN, sans compter l'artillerie et les missiles moyenne portée ou longue portée qui ne peuvent évidemment pas être maniés par les Ukrainiens. Donc il y a ici un point de rupture que la Russie a réussi à atteindre
Et se pose finalement derrière la question pour les pays de l'OTAN, à savoir comment continuer et quoi faire, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce conflit. C'est un conflit qui a une dimension existentielle pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser la Russie gagner, mais ça ne veut pas dire que la victoire ne peut se gagner que de manière militaire. Pour la Russie, la victoire doit être militaire au minimum, mais l'Occident globalisé peut particulièrement avoir intérêt actuellement à utiliser d'autres armes. Ces armes peuvent être celles de la négociation politique. D'ailleurs, l'objectif principal de cette intervention russe en Ukraine, c'était d'ailleurs la démilitarisation et la dénazification des responsables ukrainiens. On l'a vu également dans ce dossier, les Russes revendiquent de nombreuses localités ou contrôlent de nombreuses localités à l'est, notamment de Pokrovsk. Ils sont d'ailleurs qu'à 5 km de cette localité. Pourquoi cette région est-elle si importante ? Il me semble que si l'on se place du point de vue russe, je dirais que chaque région est importante, que chaque terre est importante, puisque, comme le président russe le rappelle, et l'a encore rappelé aujourd'hui devant les personnes blessées, c'est que c'est une guerre de libération de la terre russe. Donc on ne peut pas dire qu'un morceau de terre soit plus important qu'un autre. Et il faut bien comprendre que la Russie s'engage désormais dans cette logique et elle commence à l'assumer de plus en plus, que c'est une logique qui était évidente pour les gens qui sont partis se battre dès le début. Pour eux, ils libèrent cette terre qui historiquement est russe, ils reconstituent le monde russe et c'est pour ça que chaque terre est importante et c'est pour ça aussi que l'on voit quand même les gens aussi dans ces régions largement attendre la Russie et l'armée russe, ce que même les Ukrainiens reconnaissaient lorsqu'ils disaient que malgré toute la propagande, ils n'arrivent pas à retourner les populations locales. Donc il y a bien ici une dimension politique et générale qui va bien au-delà en fait de chaque morceau de terre. Il y a évidemment des zones qui sont stratégiquement et militairement plus importantes parce que ça bloque des nœuds d'approvisionnement de l'armée atlantico-ukrainienne, parce que ça complique le travail de cette armée atlantico-ukrainienne. Et je dirais que d'un point de vue stratégique et d'une manière générale, ce qui donne en fait l'âme à cette armée russe justement de pouvoir reprendre ce territoire, c'est l'idée que chaque morceau de terre est sacré, parce que c'est une terre russe. Et en parallèle, Madame Golovko, nous avons assisté ces derniers jours à un véritable ballet diplomatique des dirigeants occidentaux en Ukraine, notamment celle de Olaf Scholz à Kiev, l'Allemagne qui dévoile une nouvelle aide militaire à Kiev d'un montant de 650 millions d'euros, donc d'aide militaire à Kiev. Comment expliquer ces aides multiples face à une progression fulgurante des troupes russes ? Justement, les pays de l'OTAN se trouvent face à un dilemme. C'est que soit ils doivent fournir de plus en plus d'armes à l'Ukraine afin d'essayer au moins de faire contrepoids et au minimum d'essayer de freiner, de bloquer l'avancée de la Russie, soit monter en intensité dans les armes, soit devoir finalement intervenir eux-mêmes. Et cela avec l'incertitude quant au départ de Biden et à l'arrivée de Trump, même s'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur l'arrivée de Trump, il y a de fortes chances pour que finalement, à l'égard de la Russie, cela change très peu de change. L'on voit que... Pourtant le nouveau locataire de la Maison-Blanche, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a promis de régler ce conflit en l'espace de quelques heures, en 24 heures, pour reprendre ces termes. La question étant de savoir de quelle paix il va s'agir, parce que s'il a promis la paix en 24 heures, il n'a pas promis de faire des concessions à la Russie. Donc ici aussi, il me semble prudent en tout cas de faire attention aux choses. Ce dont on entend parler jusqu'à présent, ce n'est pas du tout une volonté de paix, c'est-à-dire d'un règlement stratégique du conflit, mais il s'agit beaucoup plus d'un gel du conflit temporaire, avec la question qui se pose d'une protection, entre guillemets, du territoire restant ukrainien
par les pays de l'OTAN, c'est-à-dire en fait d'une occupation directe cette fois-ci, alors que jusqu'à présent, justement, les pays de l'OTAN hésitent à envoyer directement des troupes au sol afin de ne pas se retrouver directement trop engagés. Vous Par avez, oui. Par ailleurs, le fait que la Russie ait répondu avec le tir du missile Rechnik a changé la donne et rebattu l'écart justement en termes de stratégie militaire. Donc, de ce point de vue-là, à mon avis, s'il y a négociation, il y a de fortes chances qu'il y ait négociation, puisque rappelons même que les accords de Minsk en 2014 non, derrière 2014, en 2015-2016, ont été lancés justement lorsque la Russie, l'armée du Donbass, soutenue par la Russie aussi, en tout cas techniquement, avançait extrêmement vite. Et le crash du Boeing a permis de bloquer complètement la situation, ce qui a conduit à une guerre beaucoup plus violente en 2022. Il y a une volonté de gel du conflit, puisque, comme vous le dites, il y a une fourniture d'armes, il y a une incertitude politique, mais cela ne produit pas d'effet sur le terrain. Donc, il y a effectivement cette volonté d'introduire cette carte politique, ce qui ne veut pas dire la recherche de la paix, ça veut dire la recherche de conditions qui seront favorables derrière afin de finir le travail. Et puisque vous évoquez justement, Karine Bécher-Golovko, un éventuel gel de ce conflit par l'administration Trump, cela pourrait se traduire par un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, aujourd'hui, pourrait-il servir à donner plus de temps et plus de moyens pour mieux armer l'Ukraine ? C'est exactement en effet ce qui est envisagé et même ce qui est dit ouvertement, puisque les Ukrainiens et les experts, on va dire occidentaux, déclarent qu'il s'agit effectivement de négocier un cessez-le-feu sans la reconnaissance territoriale des territoires qui sont entrés dans la Fédération de Russie, avec simplement une reconnaissance de facto, ensuite garantie par une présence d'un certain contingent international de la paix sur le reste du territoire ukrainien, ce qui veut dire une occupation qui est prévue environ de 100 000 hommes si on en croit le renseignement extérieur russe. Et alors que la Russie a expliqué que cette solution était absolument inacceptable et inenvisageable pour elle, le secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'effectivement, en cas de cessez-le-feu, il faut bien garantir, entre guillemets, cette paix très relative. Il faut donc envoyer des hommes. On se souviendra parfaitement du rôle qui a été joué lors de ce même cessez-le-feu à l'époque dans le Donbass par les représentants de l'OSCE qui ont largement pris le parti de l'Ukraine et qui fournissait même des renseignements. Il y a peu de chances pour que cela se passe différemment aujourd'hui. Donc oui, effectivement, il s'agit bien de la nécessité et de poser un territoire et de reprendre le contrôle presque physique d'un certain territoire, de bloquer l'avancée de l'armée russe et de reconstituer une armée sous drapeau ukrainien qui puisse se battre afin d'éviter de devoir envoyer formellement et officiellement des hommes se battre de la part des pays de l'OTAN, puisque avec le missile Areshnik, ils se sentent beaucoup moins en sécurité et beaucoup moins en impunité, et de leur mettre une espèce de casque bleu sur la tête en disant mais pas du tout, ce n'est pas du tout une intervention directe militaire, c'est une opération de paix. Et justement, en plus des armes promises, Kiev réclame aujourd'hui environ une vingtaine de nouveaux systèmes de défense antiaérienne à l'OTAN. En quoi cela pourrait-il changer la donne sur le terrain ? Strictement rien. Mais ça peut compliquer effectivement, puisque comme la Russie l'a dit, elle ne va pas utiliser non plus son nouveau missile pour un oui et pour un non. Donc ça peut jouer, effectivement, ça freine l'efficacité des missiles classiques, et ça c'est tout à fait normal. Mais ça ne changera rien, comme l'arrivée des chars n'a rien changé, comme les avions de chasse qui n'osent pas trop être utilisés n'ont rien changé non plus, comme finalement les Occidentaux hésitent, en tout cas pour l'instant, à recommencer les tirs
en profondeur en Russie de missiles de pays de l'OTAN malgré l'autorisation qui a été donnée. Donc c'est une guerre c'est un long processus et il me semble qu'il ne faut pas croire que l'arrivée d'une nouvelle technologie ou l'arrivée d'un nouvel armement va pouvoir radicalement changer la donne. Dans une guerre, il y a différents facteurs qui se cumulent. Il y a effectivement le facteur armement qui est extrêmement important. Il y a aussi le facteur des hommes qui est important et leur quantité et la qualité de leur formation et leur morale. Parce que si l'armée russe sait pourquoi elle se bat pour le monde russe. Les mercenaires qui sont envoyés en Ukraine, les Ukrainiens qui sont fatigués, qui commencent à pas très bien comprendre pourquoi ils se battent. On peut se poser la question de leur motivation à long terme aussi. Donc cette pause, ils en ont besoin en fait pour redonner un petit peu de cœur à l'ouvrage aussi. Donc tous ces différents facteurs font qu'à terme, un camp ou un autre peut gagner la guerre. Et on voit très bien que les atlantistes actuellement ont besoin de mettre une pause en place afin de pouvoir rebattre les cartes et de mettre en place d'ici quelques années des facteurs beaucoup plus favorables à la reprise d'un conflit de leur côté. Et justement, en fournissant plus d'armes, plus de munitions à Kiev, quel est l'objectif véritable de l'OTAN aujourd'hui? En d'autres termes, à quoi joue l'OTAN aujourd'hui? L'OTAN n'a qu'un seul objectif, c'est de vaincre. Et c'est d'écraser la Russie. Donc, il me semble assez faux de dire que l'OTAN veut gagner du temps, dans le sens où il veut faire durer la guerre. Les pays de l'OTAN ne veulent pas faire durer la guerre. Et s'ils pouvaient la remporter demain, la victoire, elle finirait demain la guerre pour eux. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention aux paroles de Trump de ce point de vue. Est-ce que lui n'a pas envie de gagner la guerre en 24 heures? Et dans ce cas-là, quels moyens serait-il prêt à mettre en œuvre? Ça aussi, c'est une question qui serait importante de se poser. Et pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame une adhésion à l'OTAN, considérée comme une menace inacceptable pour le Kremlin. Une adhésion à l'OTAN est-elle envisageable aujourd'hui pour l'Ukraine? S'ils veulent déclencher réellement une troisième guerre mondiale et que la Russie, dans ce cas-là, réellement passe à l'offensive... Ce serait une éventuelle conséquence selon vous? Direct, absolument direct. Comme vous l'avez à juste titre rappelé, la Russie a commencé cette opération militaire justement afin d'obtenir la neutralité et la dénazification de l'Ukraine, ce qui veut dire la sécurité à ses frontières qui ne peut être garantie que par un territoire qui resterait non agressif à ses frontières, ce qui impose un changement d'élite politique pour la dénazification et ce qui importe l'absence d'une armée capable de se battre pour la démilitarisation. Alors soyons réalistes, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, quel que soit le morceau de l'Ukraine qui entre dans l'OTAN, c'est-à-dire que la Russie aura à ses frontières une zone militarisée qui sera de plus en plus intensément militarisée et qui n'attendra qu'une chose, c'est de reprendre le combat. Donc, pour la Russie, c'est effectivement absolument inacceptable. Et quel que soit le scénario, parce que l'on avance maintenant le scénario allemand, c'est-à-dire avec une reconnaissance en fait de facto du territoire sous contrôle formellement de Kiev, qui juste ce territoire entrerait dans l'OTAN, mais ça ne change rien au fait qu'il s'agit d'une non-neutralité. Et quel que soit le scénario envisagé, notamment celui de la Finlande, puisque quand on parle du scénario de la Finlande, on parle d'un scénario qui est celui en fait de promesses de neutralité qui ont été tenues quelques années et qui finalement derrière, après la chute de l'Union soviétique, ont été violées, et pour finalement conduire à l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Donc on voit bien que c'est derrière une perspective conflictuelle. Autrement dit, il n'y a pas de perspective de négociation et pour être très honnête, il n'y a pas de perspective de neutralité, de dénazification de l'Ukraine en dehors de la Russie. Et comme on le voit historiquement, les quelques fois où l'Ukraine a été sortie de la Russie, c'est-à-dire après la chute de l'Empire russe et quelques années d'occupation nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est des moments où l'Ukraine a été instrumentalisée par l'Occident contre la Russie. C'est exactement ce qui se passe. Les seuls moments où l'Ukraine a pu prospérer, se développer normalement comme territoire, à dimension variable d'ailleurs, c'est lorsqu'elle était, dès le départ, au sein de l'Empire russe, de la Russie, puis de l'Union soviétique. Et ça aussi, c'est une leçon de l'histoire qui serait bon de tenir. Karine Bécher-Golovko, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie, avec plaisir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou. Dans l'actualité également, crise politique en France, la censure du gouvernement Barnier est arithmétiquement acquise à l'Assemblée nationale, où les deux motions déposées par la gauche et l'extrême droite assurent aux oppositions une confortable majorité avant le vote fatidique prévu demain en fin de journée. Pas de suspense sur le papier. La censure de Michel Barnier est d'ores et déjà réclamée par 325 députés, largement plus que les 288 nécessaires pour faire tomber le Premier ministre et son équipe. Et cela, mesdames et messieurs les députés, vous l'entendez, je le sais, dans chacune de vos circonscriptions, où les Français... Et pour la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, lorsque le gouvernement Barnier sera tombé, Emmanuel Macron n'aura d'autre choix que de former un gouvernement du nouveau Front populaire ou de tout simplement démissionner. Et ce qui crée aujourd'hui le chaos politique, c'est Emmanuel Macron et son gouvernement. Et nous redisons que lorsque le gouvernement Barnier sera tombé, il ne restera plus comme choix à Emmanuel Macron que de nommer un gouvernement du nouveau Front populaire ou de démissionner. Et j'observe que l'idée que Emmanuel Macron puisse partir, l'idée que nous portons avec notamment la résolution pour la destitution du président de la République que nous portons maintenant depuis des mois, est en train de s'élargir, puisque c'est notamment ce qu'a dit M. Charles de Courson, qui n'est pas de notre famille politique, M. Jean-François Copé, qui n'est pas de notre famille politique, ou encore M. Hervé Morin, qui lui aussi dit qu'il n'y aura pas d'autre solution qu'une présidentielle anticipée. Et pour le député socialiste Arthur Delaporte, demain, il n'y aura plus de Premier ministre, ou en tout cas, il sera démissionnaire. Et il faudra en effet que la gauche puisse être appelée à gouverner. Il n'y aura plus de Premier ministre, ou en tout cas pendant un temps il sera démissionnaire, et il faudra en effet que la gauche puisse être appelée à gouverner en s'appuyant sur le Parlement avec un fonctionnement totalement différent de ce que Michel Barnier a cherché à faire. Celui qu'on nous vendait comme le grand négociateur du Brexit a échoué à négocier quoi que ce soit. Ce qui compte désormais, c'est que le Parlement soit le cœur du pouvoir. C'est ce que nous nous engageons à défendre demain, à reparlementariser le régime, et en nous appuyant aussi sur une discussion ouverte à l'ensemble des blocs de l'arc républicain. Et des Parisiens ont réagi à la situation politique et au risque de censure du gouvernement, alors que les deux motions de censure déposées par la gauche et le Rassemblement national seront débattues, je vous le rappelle, demain. Beaucoup d'inquiétudes, avec un gros désordre et politique et économique. Non, je suis très inquiet et très remonté contre les forces de gauche et contre les forces d'extrême droite. Alors ce qui m'inspire, c'est que ça fait toujours un peu peur pour les marchés financiers et économiques. Après, si je suis très honnête, dans une démocratie, il faut respecter le peuple. Vu les législatives et les résultats législatifs, je pense que notre président n'a pas bien compris qu'il avait échoué et perdu. Il a remis au pouvoir des gens qui avaient perdu. À un moment donné, le peuple et l'Assemblée qui représente le peuple, du coup, censure. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Les répercussions peuvent être mauvaises, donc bon, c'est pas l'idéal, mais à un moment donné, il faut aussi un acte fort pour faire comprendre que la politique, c'est représenter le peuple, il faut le respecter. Moi, je trouve que depuis que Macron arrive au pouvoir, il a un petit peu fait monter les extrêmes, et c'est quelque chose qui est pas souhaitable, je trouve, pour la France. Après, est-ce qu'une motion de censure va vraiment changer les choses? J'ai l'impression que tout le système gouvernemental français est un peu rodé. Et que même si Macron se fait censurer ou quelqu'un d'autre, en fait, je ne sais pas si ça changera grand-chose et que nous, au final, on sera impactés pas de la bonne manière, je pense. La France, où environ 500 taxis ont manifesté ce matin près de l'Assemblée nationale pour protester contre une tarification à la baisse du transport de malades afin de réaliser 300 millions d'euros d'économies sur ces transports sanitaires. Le gouvernement Barnier, menacé de censure, souhaite contraindre taxis et transporteurs sanitaires à négocier des mesures avec l'assurance maladie sous peine de baisse tarifaire imposée.
Dans l'actualité également, le présumé coup d'État contre le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est un plan violent et macabre contre le dirigeant. C'est ce qu'a indiqué son homologue vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une émission télévisée. La police brésilienne a demandé l'inculpation de l'ex-président Jair Bolsonaro dans le cadre d'un coup d'État qui aurait été organisé en 2022 pour empêcher Lula d'entrer en fonction. Je demande au peuple brésilien de prendre soin de son président, Luiz Inácio Lula da Silva, qui est un grand homme. Lula est un grand homme et ce qu'il a fait toute sa vie, c'est lutter pour le Brésil de manière pacifique, politique et électorale. Donc toute la solidarité avec le président Lula face à la découverte de ces plans violents et macabres contre lui. En visite à Pékin, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annabella Baerbock, a mis en garde son homologue chinois Wang Yi contre un soutien de la Chine à la Russie, affirmant que cela ne resterait pas sans conséquences. La Chine qui a mis en garde les États-Unis contre le franchissement de la ligne rouge concernant Taïwan et les a exhortés à cesser de soutenir les forces séparatistes indépendantistes de l'île. En ce qui concerne votre question, je tiens à souligner que la question de Taïwan est au cœur des intérêts premiers de la Chine. La Chine est fermement déterminée à défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale et suit de près l'évolution de la situation. Par ailleurs, la Chine a annoncé ce mardi des restrictions sur les exportations de composants essentiels à la fabrication de puces électroniques vers les États-Unis après de nouvelles restrictions de Washington visant le secteur des semi-conducteurs chinois. Des États-Unis concernant la mise à jour des règles de contrôle des exportations de semi-conducteurs, les sanctions à l'encontre des entreprises chinoises et la suppression malveillante des progrès technologiques de la Chine. La partie chinoise exhorte les États-Unis à respecter les règles de l'économie de marché et le principe de la concurrence loyale. Nous prendrons les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument nos propres intérêts en matière de sécurité et de développement. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.